amis, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous donner tous nos conseils si vous allez visiter Bali. Vous avez fortement apprécié notre vlog à Bali et notre vidéo plongée, donc on était obligé de vous donner tous nos conseils pour aller visiter Bali. Alors avant de commencer, cette vidéo va être un peu longue parce qu'il y a plein de choses à dire. Toute la vidéo est divisée pour chaque partie dont on parle. Donc voilà, allez directement sur les parties qui vous intéressent si certaines ne vous intéressent pas. Pour commencer, quand et comment y aller? Bon alors, si vous venez depuis la France en avion, votre billet vous coûtera environ entre 600 et 1200 € grossièrement. Vous allez arriver à l'aéroport de Denpasar à Bali. Le prix de l'avion dépend grossièrement de l'endroit où vous partez, donc de votre aéroport de provenance, de la période de l'année à laquelle vous y allez, et puis aussi du nombre d'escales. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de bien faire attention et de réserver toujours sur le site des compagnies aériennes. Comme ça, vous avez des escales qui sont assurées. Si jamais votre avion a un retard, c'est la compagnie qui se charge, tout frais payé, de vous mettre sur le prochain vol. Et c'est pareil, les bagages sont pris en charge. D'ailleurs, en parlant de bagages, vous avez sûrement vu dans notre vlog que nous, ils l'ont perdu. Et heureusement que c'était la même compagnie parce qu'ils ont pu le retrouver. Par exemple, on a croisé quelqu'un à l'aéroport de Bali qui avait perdu son bagage. Et le problème, c'est qu'il avait réservé avec deux compagnies différentes pour aller à Singapour et ensuite pour faire Singapour-Bali. Et évidemment, son bagage est resté coincé à Singapour. Donc la deuxième compagnie, qui n'était en aucun cas responsable puisqu'il n'avait pas son bagage, ne pouvait pas lui renvoyer à Bali. C'est des petites anecdotes comme ça, mais que vous êtes content d'éviter quand vous allez en vacances. Et dernière chose, c'est important d'avoir toutes les escales qui sont assurées avec une continuité pour pas que vous ayez à entrer dans le pays, donc à ressortir de la zone internationale, puis à repasser la sécurité. Déjà par perte de temps, ça vous ferait peut-être manquer un avion, et aussi parce que vous devriez vous occuper de toutes les démarches administratives pour être intégré dans le pays. Donc par exemple, si vous arrivez à Singapour, ça veut dire qu'il faut passer l'immigration, avoir son visa, etc. Et vous n'avez pas forcément envie de faire ça si vous voulez juste aller à Bali et juste passer par l'aéroport de Singapour. Et c'est possible d'être dans les prix les plus bas. Par exemple, nous, on a réservé sur le site Singapore Airlines directement. Et combien ça nous a coûté déjà ? Nous, ça nous a coûté 750 € aller-retour avec les bagages. Maintenant, quand aller à Bali? Alors la meilleure période, c'est pendant la saison sèche, c'est de mai à septembre. On vous conseille d'éviter évidemment les mois en plein été pour éviter d'avoir trop de monde et des prix trop élevés. Nous, on y allait en septembre, en plus c'est le mois le plus ensoleillé à Bali. Même si on va pas se mentir, il y a quand même toujours du monde. Ce qui est important aussi, c'est les activités que vous souhaitez faire sur place. Par exemple, nous, on savait qu'en allant à Bali, on voulait faire de la plongée. Et pour la plongée, on peut voir certains animaux, comme par exemple les fameux mola mola, à uniquement des périodes très précises dans l'année. Donc renseignez-vous aussi si c'est quelque chose qui est important pour vous, pour décider quand est-ce que vous voulez partir. Donc alors, les transports à Bali, c'est toute une histoire, hein, parce que là-bas, je vous assure, vous faites accoster de tous les côtés, vous savez plus où donner de la tête. Pour se déplacer sur place, ce qu'on vous conseille, c'est entre les grandes villes ou quand vous avez des longues distances à parcourir, de prendre des taxis ou l'équivalent de Uber, qui est Grab ou Gojek, donc via une application. Et ensuite, quand vous êtes sur place et que vous allez visiter un endroit et ses alentours, vous pouvez louer un scooter. Voilà, vérifiez toujours s'il y a des Grab ou des Gojek parce que c'est le mieux, le moins cher, le plus fiable. Vous pouvez même prendre des Gojek en scoot, du coup c'est vraiment pas cher, vous êtes derrière le mec donc c'est au top. Sachant que Gojek fait aussi la livraison de repas, un peu comme Uber Eats. Donc vraiment ces applis sont au top, privilégiez-les, elles sont trop bien. Si vous prenez un taxi, on vous conseille Bluebird. Attention aux petites arnaques, il y en a qui changent une lettre dans le nom du taxi. Juste voilà, Bluebird c'est le truc classique qu'on vous conseille. Il y a des personnes aussi qui utilisent des chauffeurs privés. À ce moment-là, c'est un chauffeur qui vous accompagne tout le long d'une journée ou pendant plusieurs jours et qui vous attend à chaque étape de ce que vous visitez. Mais ça a aussi un autre coût. Par exemple, pour un trajet d'1 heure, si vous prenez un taxi, c'est environ 300 000. Et si vous prenez via une application comme Gojek, ça vous coûtera environ entre 100 et 150 000. Donc c'est vraiment plus intéressant. On tient quand même à vous prévenir que dans certains endroits sur l'île, il y a vraiment des conflits entre les taxis et justement les chauffeurs qui utilisent les applications comme Grab ou Gojek. Donc ça c'est à prendre avec des pincettes. Si vous voyez que dans certains endroits c'est vraiment noté que c'est interdit ou qu'il y a des personnes qui vérifient, n'insistez pas, prenez un taxi local. Que nous on en a fait les frais à Padang Bay et franchement c'est pas marrant. Donc abandonnez de suite, c'est pas votre guerre ni votre conflit. Clairement vous avez vu dans le vlog, c'était horrible. On a vraiment tout tenté pour faire via l'application parce qu'on préfère parce que c'est plus sûr au final. Et c'était impossible. Au final, quand on a fait un petit peu le résumé de notre voyage, on s'est rendu compte que les trajets en taxi ou même via les applications, c'est vraiment ce qui a pesé le plus lourd dans notre budget de voyage. N'hésitez pas à réserver à l'avance sur internet lorsque vous prenez des ferries.
on vous conseille un site internet en description. Et autre conseil, à chaque fois que vous avez une question ou un souci, même de dernière minute à Bali, c'est toujours hyper utile et intéressant de demander directement à votre hôtel. Là-bas, c'est vraiment du bouche à oreille. Ils vous trouvent des solutions en un rien de temps parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va finalement vous dénicher une dernière place de ferry. Bref, si vous êtes en galère, n'hésitez pas à aller à l'accueil de votre hôtel. Pour le prix des scouts, c'est vraiment à la tête du client. Donc faut savoir que c'est entre 50K en fonction de l'endroit et 100K. Vraiment n'acceptez pas plus parce que c'est vraiment le prix par jour. Pour l'essence, il y a des stations essence un peu partout. Et s'il n'y en a pas, vous verrez que tout le long de la route, il y a des petits commerçants qui vendent des bouteilles avec de l'essence directement dedans. Après nous, on s'est toujours débrouillé pour directement aller dans les stations essence. Dans tous les cas, pour ceux qui seraient tentés par le scooter, si vous n'en avez jamais conduit, ce n'est pas à Bali qu'on vous conseille d'apprendre parce que les routes sont vraiment en mauvais état. On a eu pas mal d'aventures sur ça, vraiment abstenez-vous, c'est pas là-bas que vous aurez la meilleure piste d'apprentissage. Et pareil, si vous souhaitez conduire un scooter à Bali, la règle c'est d'avoir un permis international. Alors après, vous verrez que beaucoup de gens n'en ont pas, mais c'est à vos risques et périls. Si vous souhaitez, vous pouvez faire la demande en allant voir toutes les informations sur le site du gouvernement, ou si vous êtes pressé comme nous, vous pouvez aussi trouver sur le site pareil du gouvernement des traductions assermentées de votre permis français. Et au moins, vous aurez un peu plus la tranquillité d'esprit si vous vous faites arrêter par la police locale. Pour revenir sur la sécurité, à Bali, oui certes c'est un peu galère dans les grandes villes, après en campagne ça va honnêtement. Par exemple sur Nusa Penida, là ça va parce qu'il y a peu de circulation et honnêtement ça se fait. C'est vrai qu'en pleine ville, si c'est la première fois que vous faites du scoot, c'est galère parce que la circulation c'est n'importe quoi. Après dans tous les cas, même si vous n'avez pas de permis international, les loueurs n'en demandent pas, donc vous pourrez louer un scooter. En tout cas quand vous louez des scoots, pensez à bien regarder les freins, les phares, le klaxon. D'ailleurs nous une fois, on était en plein milieu de la jungle, les routes c'était ça monte, ça descend et du coup on était tout le temps sur les freins forcément. Et à un moment en pleine descente, il y a un frein qui nous a lâché. Putain, je peux te dire que heureusement on était quasi en bas de la descente et que j'avais l'autre frein qu'on a pu s'arrêter. Parce que si ça t'arrive dans des grosses descentes, je peux dire que ça peut être vraiment chaud. Donc vraiment vérifiez vos scouts, même si des fois on vous en propose qu'un et vous n'avez pas le choix. Et au niveau du klaxon, il est indispensable à Bali parce que c'est comme ça qu'on prévient qu'on tourne, qu'on arrive dans un virage, voilà. Donc le klaxon est utilisé toutes les 10 secondes, il est indispensable. Avant chaque virage, c'est un coup de klaxon pour éviter de mourir. Attention, surtout n'acceptez jamais de laisser votre passeport en caution lorsque vous louez un scooter. Ce n'est pas normal, on ne devrait pas vous le demander. Et pareil, ne laissez pas d'argent en caution. Si on vous le demande, c'est que vous n'êtes pas chez le bon loueur. On vous déconseille aussi de conduire la nuit et dans tous les cas, même si vous êtes assez à l'aise, c'est pas toujours très prudent de conduire dans la capitale, dans les grandes villes du sud et sur ce qui est surnommé l'autoroute de la mort. En gros, c'est toute l'autoroute qui part de l'île de Java jusqu'aux plages du sud de Bali parce qu'en fait, c'est des routes très commerciales où il y a énormément de poids lourds qui circulent et elles sont très dangereuses. Donc pareil, si vous pouvez éviter, c'est toujours bien. Un petit taxi, histoire d'être tranquille, ça vaut le coup. Et à Bali, on conduit à gauche. Quelques informations sur Bali avant de continuer. Donc vous savez que cette île fait partie de l'Indonésie. En Indonésie, la religion principale est l'islam, sauf à Bali, qui est la petite exception où c'est de l'hindouisme balinais. Alors bien sûr, il y a quelques musulmans, des écoles, etc. Mais c'est pas la majorité de la population. Si vous allez sur des îles autour de Bali, comme par exemple les îles Gili, dont on va parler un petit peu après et qu'on vous conseille fortement de visiter, ces îles-là, qui sont donc en dehors de Bali, sont des îles musulmanes et donc ça entraîne plein de choses à respecter. Pour vous donner un ordre d'idée, la monnaie là-bas, c'est environ 15-16 000 roupies pour 1 euro. Et du coup, ça vous donne un pouvoir d'achat énorme. En tant que Français, c'est vrai, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même hyper appréciable de payer son repas 2 euros par exemple sur place grâce à la monnaie locale. Dans tous les cas, on vous conseille de laisser l'argent que vous avez changé ou que vous avez retiré en grande quantité dans votre coffre d'hôtel et d'emmener des petites quantités avec vous tous les jours. Pareil pour vos papiers, si vous pouvez laisser votre passeport dans votre coffre d'hôtel et emporter sur vous uniquement des photocopies, ça pourra vous tirer de pas mal de galères. En tout cas, quand vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez acheter directement votre carte SIM. Nous, ça nous a coûté 500K, donc environ 30 euros. Et on a eu internet tout le long sans aucun souci à pouvoir l'utiliser sans modération. On vous parlait des scooters tout à l'heure. Si vous souhaitez vraiment pas acheter de carte SIM, vous pouvez aussi télécharger à l'avance des cartes de Bali comme sur Maps.me ou même sur Google Maps à utiliser sans raison
internet. Concernant les conditions d'entrée à Bali, dans tous les cas, on vous recommande pour tous les pays de vous rendre toujours sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui ont une petite fiche par pays avec les dernières informations et les dernières conditions d'entrée. On vous met le lien en description. Normalement, en tant que Français, vous n'avez pas besoin de visa, vous pouvez être touriste pendant 3 mois, mais c'est pas tout le temps le cas. Nous, par exemple, vu que le pays venait de réouvrir après le Covid, on a eu besoin d'acheter un visa, 35 $ environ. Pour la blague, qui nous a coûté 0, parce que vu que notre valise a été perdue, ils nous ont dédommagé de 70 €, donc pile le prix de notre visa. Et du coup, c'était un visa on arrival, visa que vous pouvez avoir directement à l'arrivée, pas besoin de le commander à l'avance à l'ambassade en France. Alors, où dormir? Bon, déjà, il faut savoir qu'à Bali, il y a 2 Bali. Si vous êtes du genre à rester dans les grands resorts, ça se passera plutôt dans le sud de Bali, mais honnêtement, cette vidéo sera pas trop faite pour vous. C'est pas du tout ce qu'on a fait et c'est pas ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez faire comme nous et visiter toute l'île de Bali, ou du moins une partie, c'est pas des hôtels comme on les entend comme chez nous, ça s'apparenterait plus à des maisons d'hôtes. Donc, en gros, c'est des balinais qui ont un endroit avec une piscine et plein de petites chambres dedans, mais ça reste très propre comme un hôtel avec un service nickel, petit déj et tout ce que vous voulez. En gros, ça c'est ce que vous allez trouver par exemple si vous réservez sur booking.com. Après, vous avez aussi la possibilité de loger dans des villas privées. Vous pouvez par exemple en trouver sur Airbnb et à ce moment-là, vous avez votre chambre et votre piscine privée. Contrairement aux espaces communs dans une maison d'hôte, hôtel, vous avez votre chambre privée mais la piscine avec tout le monde. De toute façon, on vous met nos meilleurs recours en description pour la liste des hôtels qu'on a adorés. Et si on devait vous en parler juste de 2, c'est le premier quand on arrivait à Sanur, Camp Bali Lagi Guest House. On mangeait dans des sortes de petites huttes, c'était trop chou. La dame à l'accueil nous a sauvés pour notre valise et pour plein de choses. Donc vraiment, on vous le recommande. Deuxième endroit où on vous recommande de rester, ça s'appelle Dana Bali Ricefield Villa. Alors honnêtement, quand on a réservé ça, c'était vraiment juste pour une nuit et c'est parce qu'on n'avait pas le choix, on devait faire une escale parce que sinon ça nous faisait faire trop de route. Et donc c'est dans un endroit très peu touristique, pas connu, il n'y avait pas grand chose à visiter autour. Enfin ça c'est ce qu'on pensait, puisque franchement je pense que ça a été, comme on vous dit, un des 2 logements qu'on a préférés. C'est vraiment un petit oasis au cœur des rizières avec la jungle en bordure à côté. La personne qui gère cet hôtel est juste adorable, très familier avec les Européens. C'était nickel, magnifique piscine, les repas étaient excellents et puis surtout il nous a fait part de son expérience puisque lui il a vécu toute sa vie dans son village. Et donc il nous a fait faire le tour des rizières totalement gratuitement et volontairement. On est allé à la rencontre des villageois avec lui. C'était vraiment une des meilleures expériences, très locales et ça restait magnifique comme endroit et très très propre. Clairement, en parlant de local, on était les 2 seuls touristes dans tout le village. Lui, il avait ses 7 frères, mais c'était ouf parce qu'il y avait que nous en touristes. Pour vous donner une idée des prix, on a payé en moyenne entre 20 et 40 € la nuit avec le petit déjeuner. Et ça, c'est pour des logements qui étaient toujours notés par exemple fabuleux sur Booking. Alors maintenant, une des parties les plus importantes, où manger. Ce qu'il faudrait pas, c'est que vous ayez une intoxication alimentaire. Pour éviter ça, on mange que des choses bien cuites, pas de crudité, pas de fruits non pelés ou lavés évidemment, pas de glaçons dans les jus de fruits, vous buvez évidemment que de l'eau en bouteille. Attention à tout ce qui est coquillage, viande pas assez cuite, etc. Franchement, ça peut vraiment vous gâcher votre voyage si vous avez une intoxication alimentaire et que vous restez 3 jours couché au lit. Donc nous, on faisait systématiquement tous les petits déj dans les hôtels qui étaient très copieux. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Du sucré comme des pancakes pour Maë typiquement et du salé pour moi comme du nasi goreng. Enfin ça, on vous en parle juste après. On mangeait même parfois les repas du soir dans certains hôtels. Et honnêtement, c'est souvent fait par les balinais qui gèrent l'hôtel sur place, donc hyper local. Fait maison, c'est toujours appréciable. Et s'ils n'ont pas de quoi faire à manger à l'hôtel, ils sont souvent en partenariat entre guillemets avec des restaurants et ils vont chercher pour vous. Et ils ont directement la carte du restaurant à l'hôtel. En ce qui concerne les spécialités locales, alors franchement, il y a 2 plats qu'on a mangés mais tous les jours. Quand on vous dit tous les jours, on peut le manger au petit-déj, le midi, le soir et vous pouvez manger que ça, il y en a partout, tout le temps. Qu'est-ce que c'est le nasi goreng et le mi goreng? En vrai, c'est trop bon. J'aimais trop. Après, j'avoue qu'au bout d'un moment, ça commence à te lasser. Parce que, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est du riz pour le nasi goreng et des nouilles pour le mi goreng qui sont frits avec du coup du poulet ou si c'est végétarien sans poulet. Avec du tofu par exemple. Et des légumes en gros. Et accompagné d'un œuf, toujours sur le dessus. Attention,
l'œuf est probablement l'aliment le plus mangé à Bali. Il y en a dans tous les plats. Tous les plats, c'est pas mentionné, hein. Souvent c'est pas dit parce que ça vient avec, mais il y a un œuf au plat. Voilà. En vrai, voilà, c'est grave bon. Au bout d'un moment, c'est un peu lassant, mais évidemment qu'il faut que vous testiez. Et le nasi campur, c'est aussi un plat hyper typique. En gros, c'est pour ceux qui aiment bien la viande, c'est un assortiment de plein de viandes différentes. Frites pour la plupart. Et pour les végétariens, vous pouvez choisir du nasi goreng ou du mi goreng en disant que vous voulez pas avec de la viande ou avec des œufs. Et sinon, il y a des plats aussi qui sont purement végétariens et qui sont des spécialités locales, comme par exemple le gado gado, qui en gros consiste en des légumes, du tofu avec une sauce à la cacahuète. Excellent. Et on vous recommande aussi de tester la spécialité locale à Ubud qui est du jus d'avocat. Alors la plupart du temps ils mettent avec du sucre, vous pouvez demander sans sucre. Si vous êtes perturbé par le fait que l'avocat soit sucré comme Ben, bref, à tester quand même. Moi je leur ai dit, vous n'avez pas sel, poivre et tout, j'aurais trop aimé un petit filet d'huile d'olive dans mon jus, ça aurait été parfait. Comme vous avez certainement vu dans le vlog, à Sanur, on a testé un marché local de nuit, franchement c'était trop bien, belle expérience. Le marché qu'on a fait, il s'appelle Pasar Sindhu, il y en a des plus ou moins touristiques, en tout cas la bouffe là est extrêmement peu chère et franchement assez bonne. Voilà, bonne expérience. Sur les îles Gili Meno, souvent vous avez des petits restaurants sur la plage où ils vous proposent de choisir vous-même votre poisson et ils le font griller au barbecue. C'est un barbecue cuit avec les coques de noix de coco et donc vous pouvez choisir vous-même le poisson local pêché le jour même par les pêcheurs locaux sur la petite île. Nous on était sur Gili Meno et on vous recommande Two Brothers Bungalow sur la plage. À Ubud, on vous conseille particulièrement Bamboo Kitchen qui est perdu au milieu des rizières. Un accès un peu compliqué, nous on est passé par des petites routes de traverse en scout, c'était assez marrant. Le resto est super calme, super bon, franchement au top. Et avec une très belle vue sur les rizières. Mais de toute façon, toute notre liste de tous les restaurants qu'on vous conseille sont dans la description. Il y en a si vous en avez marre et que vous voulez vous faire un restaurant occidental ou des restaurants typiques pour la plupart. Donc voilà, allez checker la description. On vous recommande aussi à Ubud Sugriwaz Warung qui est un restaurant vraiment assez connu, très peu cher, avec très jolie déco typique de Ubud. Attention par contre, il y a beaucoup de monde, donc évitez d'y aller au dernier moment. Bon ça y est, vous êtes arrivé sur l'île, vous savez où manger et vous êtes logé. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Et bah quand même visiter. Donc ça y est, vous êtes à Denpasar dans la capitale et c'est parti. Autour de la capitale, il y a le temple Uluwatu qui est super joli. On vous conseille d'y aller fin de journée pour avoir un joli coucher de soleil. Attention aux singes là-bas, Maë en a fait des frais, vous l'avez évidemment vu dans le vlog. C'était assez drôle pour ma part, très effrayant pour sa part. Pour toutes les visites qu'on vous donne, les prix sont dans la description. C'est un temple qui est en haut d'une falaise avec la vue sur la mer, donc très joli. Et vous pouvez voir tous les soirs à 18 h un spectacle traditionnel balinais qui est un spectacle de kekak. Autour de la capitale, vous pouvez visiter le temple Tanalot qui se visite à marée basse si vous voulez aller jusqu'au temple. C'est un peu le mont Saint-Michel de Bali. Et sinon, vous pouvez aussi voir le temple depuis la côte si vous arrivez à marée haute. La coupable. Ça a l'air d'être un petit ange, hein? Les apparences sont trompeuses. Chat. Et bien sûr, on vous a déjà parlé du marché de nuit qui est très sympa à faire comme expérience locale à Sanur. Vous pouvez aussi faire des petits massages pour environ entre 60 et 100 k de l'heure. On vous conseille vraiment d'aller sur l'île Nusa Penida, c'est trop beau. Pour l'accès, vous devez prendre un ferry qui est à Sanur. C'est 30 à 40 minutes de trajet, vous allez payer environ 35 €. Pensez à vous mettre en short parce qu'en fait l'accès au bateau est par l'eau et à l'arrivée c'est pareil. Il y a des coraux tranchants, donc si vous avez des petites chaussures d'eau, franchement vous les regretterez pas. Moi je me suis coupée parce que j'étais absolument pas au courant et donc j'ai dû marcher pieds nus pour aller rejoindre le bateau. Et franchement après c'était assez pénible les jours d'après parce que... Silky, tu veux participer? Prenez pas de valise en tout cas, hein, parce que comme on vous a dit, il faut y aller par l'eau. Vous allez, ça va être vachement galère si vous avez une valise. Vous pouvez faire juste une excursion à la journée, ça va très bien pour voir les sites principaux. Premier spot à Nusa Penida, Keningking Beach. Franchement c'est trop beau, on vous conseille vraiment d'aller là-bas. Par contre si vous avez envie de descendre jusqu'à la plage, alors là faut être équipé, bonnes chaussures parce qu'il y a des rochers et il y a des singes en bas, donc faut être au courant. Baignade assez dangereuse et franchement la descente est assez longue aussi, environ 40 minutes. Donc soit vous profitez tranquillement du point de vue connu, très connu, c'est très touristique en haut, soit si vous avez envie de tenter l'aventure et de prendre 2 heures dans la journée, pas de souci. Mais voilà, au moins vous êtes au courant.
Deuxième et troisième spot parce qu'ils sont pas trop loin, Angel, Billabong et Bracken Beach. Attention, ne pas essayer de se baigner dans les petites piscines d'eau de mer. Il y a des accidents tout le temps de gens qui se font emporter. Même si vous avez l'impression que la mer est calme, ne vous faites pas avoir, vous savez que Bali est un spot très connu pour les surfeurs et donc qu'il y a d'énormes vagues inattendues. Et le dernier arrêt qu'on a fait, c'était Crystal Bay. En gros, c'est une plage assez jolie. Rien de plus spectaculaire que ça. Pour le coup, si vous n'avez pas trop de temps, vous pouvez l'enlever sans aucun problème. Si vous avez un peu trop de temps, allez vous poser à la plage. Vous savez, grâce à notre vidéo sur notre expérience de plongée, qu'on a aussi plongé à Nusa Penida. C'est un site qu'on vous recommande pour les plongeurs qui sont quand même pas trop débutants. Il y a des courants assez forts et froids, mais on peut y voir des animaux intéressants, comme par exemple des rémantas ou des mola mola si vous avez de la chance. En gros, c'est des plongées qui vont jusqu'à 40 mètres de profondeur. Donc assurez-vous aussi d'être bien entouré. Et pour ça, encore une fois, on ne vous recommandera jamais assez le club de plongée par lequel on est passé, Bali Brace Diver. A savoir que à Nusa Penida, vous pouvez quand même aller voir les rémantas en snorkeling parce qu'elles montent assez haut. Vous y verrez aussi de jolies tortues et des très beaux fonds avec des coraux. Ensuite, les îles Gili, que j'ai entre parenthèses appelé Gili Gili tout le long sans savoir qu'elle s'appelait juste Gili. Pour la première île et la plus connue, c'est Gili Trawangan. En gros, c'est un peu le Ibiza local. C'est là où vous allez trouver le plus d'hôtels, de restos, de boîtes de nuit. Toute la night, ça s'arrête pas, donc si c'est ce que vous recherchez, avec un voyage entre potes par exemple, c'est la bonne destination pour vous. Gili Air, c'est l'île un petit peu plus familiale. C'est un peu entre les deux pour la taille et l'ambiance. Quand je dis entre les deux, c'est entre Trawangan et Meno. Et donc Gili Meno, qui est la dernière île et celle qui est au milieu, et celle qu'on a faite, c'est l'île où vraiment il y a les plus belles plages. C'est là où il y a tous les spots de snorkeling autour et c'est l'île vraiment la plus nature. Nous, on avait choisi de faire cette île là entre les trois et on ne peut que vous recommander celle-là puisque vraiment, encore une fois, on va aux îles Gili pour voir tout ce qu'il y a dans l'eau, le snorkeling. Donc il y a des statues, il y a des épaves, il y a des tortues, il y a énormément de choses à voir sur les fonds marins qui sont magnifiques et la plupart se trouvent sur les plages de Gili Meno. Pour aller sur les îles Gili, il faut partir de Padang Bai, il y a des ferries, ça prend 1h45 environ. D'ailleurs, on vous conseille d'y partir matin parce qu'il y a beaucoup de houle et si vous avez un peu le mal de mer, et ben ça sera mieux de partir matin. Réservez absolument au moins 24 heures avant et sur internet parce que c'est blindé, vous aurez jamais de place en y allant sur place. En effet, il y a des places limitées, vous pouvez aussi demander à votre hôtel et vous pouvez aussi y aller depuis Sanur. Par contre, ça va être un voyage très long. Petite particularité sur les îles Gili, ce sont des îles où il n'y a pas de véhicule, donc tout se fait à charrette ou à vélo ou à pied. Elles sont assez petites donc c'est quand même pratique. Et ce sont des îles, comme j'avais mentionné avant, musulmanes. Donc il y a la prière plusieurs fois par jour et aussi un petit peu un code par exemple vestimentaire à respecter, même si ça reste très touristique et très libre. Gardez en tête que ce n'est pas la même religion que sur Bali. On vous parlait de l'activité la plus intéressante à faire et à ne pas manquer sur les îles Gili et surtout autour de Gili Meno puisque c'est là où il y a tous les spots intéressants, c'est le snorkeling. Vous pouvez réserver l'excursion directement sur place via votre hôtel ou autre. Généralement ça coûte environ 10 € par personne et ce qu'on vous recommande si on vous pose la question, c'est de partir le plus tôt possible, environ vers 7 h du matin pour qu'il y ait moins de monde dans l'eau et puis que vous puissiez plus profiter des beautés sous-marines. A savoir, ne soyez pas surpris si vous avez des petites piqûres dans l'eau. En fait, il y a plein de petites puces qui se baladent avec les courants. C'est rien de grave, mais ça fait des petits picotements. Mais vous inquiétez pas, après vos dures piqûres, vous allez pouvoir vous relaxer tranquillement sur l'île. Il y a plein de massages comme partout au Bali d'ailleurs. Et tous les prix sont fixés à 150 € l'heure de massage. L'excursion dure environ 2h30, 3 heures et on vous donne toujours le matériel avec palme, masque, tuba, donc nos soucis. Deuxième région qu'on a visitée à notre retour des îles Gili via Padang Bai, c'est la région un petit peu où il y a toutes les rizières, donc autour de Sidemen et de Amlapura. Là-bas, vous pouvez voir notamment, je pense, le temple le plus connu et touristique de Bali, qui est le temple Penataran Lempuyang. Spoil de la photo, c'est pas de l'eau, c'est un miroir. En fait, c'est des mecs qui sont avec leur tel exactement comme ça, et avec un petit miroir qu'ils mettent là. Et ils prennent en photo en boucle. Quand on vous dit que c'est touristique, mais c'est vraiment touristique à mourir, genre quand tu rentres, ils te donnent un numéro et ils appellent avec un micro ton numéro pour faire ta photo. Donc vraiment c'est horrible le tourisme, mais en vrai c'est super stylé et puis t'es content d'avoir ta photo à faire. Par contre, si c'est le cas, prévoyez vraiment énormément de temps
parce que comme on vous l'a dit, c'est très touristique, il y a beaucoup de monde et vous vous doutez bien que s'ils donnent des numéros et que vous êtes le numéro 180, ça va durer un moment. On y allait je crois vers 8 h du mat, on a attendu au moins 1 heure. Attention, conseil général pour Bali, levez-vous tôt et bien sûr ça s'applique à tous les temples dont on va vous parler et notamment à chaque fois qu'on vous dit que c'est les plus touristiques. Évidemment, si vous pouvez y être à l'ouverture, même si c'est très tôt, c'est vraiment à faire. Plus vous vous levez tôt, moins il y aura de monde. Et aussi, la nuit se couche tôt à Bali, donc si vous voulez profiter de toute votre journée, il va falloir changer votre rythme de sommeil. Exactement, et même au niveau météo, surtout quand vous êtes dans la jungle, elle a tendance à se gâter à partir de 15 h en fonction de votre chance ou plus tard. Mais en tout cas, c'est presque sûr qu'elle va se gâter. Le temple que vous pouvez faire en redescendant du temple précédent, c'est Tirtaganga. Pareil, ultra touristique, du monde à mort, mais en vrai il est trop beau. Il y a des petites dalles sur l'eau, il y a plein de poissons et super joli à voir. Bien sûr, quand vous êtes dans cette région, il faut surtout pas manquer de voir les rizières. Ça, c'est ce que vous allez voir au détour de vos routes. Et vraiment, la région d'Amlapura, c'est la région où on est resté dans le petit oasis dont vous parlez au début. C'est des rizières plutôt plates, des grandes étendues, mais vraiment magnifiques et moins touristiques. Si vous voulez voir aussi des petits villages typiques et des rizières un petit peu plus, on va dire, en montée, vous pouvez aller du côté de Sidemen. Prochaine étape, Tulamben. La ville est particulièrement connue pour son spot de plongée, l'épave l'USS Liberty, qui est un navire américain qui a été torpillé par les Japonais. Évidemment, on a fait une vidéo dédiée sur la plongée, donc il y a une grosse partie là-dessus. Si ça vous intéresse, allez la voir. Dans tous les cas, il n'y a pas grand chose à voir à Tulamben, donc n'y restez pas ou n'y allez pas si c'est pas pour voir l'épave, parce qu'il n'y a que des clubs de plongée et des restaurants pour manger entre les plongées. L'épave est entre 3 et 30 mètres. Donc même si vous n'avez pas de niveau plongée, en termes de baptême, ça peut se faire. Bon, bien sûr vous n'allez pas aller dans l'épave et tout, mais vous allez quand même pouvoir la voir. Et pareil en snorkeling depuis en haut, alors c'est une expérience totalement différente, mais vous verrez quand même l'épave. Attention, vous verrez peut-être beaucoup sur internet où vous entendrez de nombreuses fois que l'épave se situe à Hamed. Ce n'est pas vrai. L'épave est à Tulamben, il y a beaucoup de clubs de plongée qui sont situés à Hamed et après ils vous font faire la route. Donc si votre objectif c'est de voir ça, ça ne sert à rien de vous rendre à Hamed et ça sert à rien de rester 2 jours à Tulamben, allez directement au but. Évidemment, vous pouvez le faire avec toujours le même club qu'on vous recommande, Bali Brace Diver, qui sont basés à Sanur mais qui font évidemment la plongée à Tulamben. Au nord de Bali, si vous continuez votre route vers l'ouest, vous avez des plages de sable noir comme à Tambok. Il faut juste faire attention aux cocotiers qui sont tout le long de la plage parce que bien sûr ça fait de très jolies photos mais il y a quand même des accidents de personnes qui sont assommées par les noix de coco qui tombent de très très haut. Ensuite Munduk, c'est un peu le spot à cascade, il y en a de partout. Faut savoir que pour aller à une cascade vous allez mettre environ 15 à 20 minutes de marche. On vous met tous les noms des cascades qu'on a fait et qu'on vous recommande dans la description. Munduk en gros c'est au milieu de la jungle, c'est très montagneux et vous avez quand même d'autres choses sympas à voir puisque c'est situé près de lacs et notamment vous avez un point de vue en hauteur pour voir les 2 lacs en même temps qui s'appelle le Twin Lake Viewpoint. Et vous pouvez aussi redescendre jusqu'à ces lacs pour visiter le temple Para Alun Danubratan, qui est le temple sur le lac. Encore une fois, un temple sur l'eau, très joli à voir. Ou sinon, vous pouvez rester dans le centre de Munduk et faire les cascades un petit peu plus touristiques. En gros, la règle, c'est que plus la cascade est dans le centre de Munduk, plus il y aura du monde, plus vous vous éloignez, plus vous serez seul. Et après 20 minutes de marche, généralement, on apprécie quand même d'avoir une vue avec un peu moins de touristes. On s'en serait pas douté, mais comme disait Ben tout à l'heure, l'après-midi, la météo peut se gâter et dans la jungle, il fait souvent plus frais. Donc si vous partez à Bali et que vous savez pas quoi mettre dans votre valise, ce sera pas de trop de prévoir un petit pull ou un petit kawaii. Dernière destination, c'est Ubud. C'est la capitale culturelle et artistique de l'île. Il y a énormément de choses à voir, notamment pour les touristes. Donc on vous recommande d'y rester au moins 3-4 jours. Dans le centre d'Ubud, il y a le marché d'Ubud qui est super grand, qui a plein de ruelles, plein de commerçants de partout. Donc si vous voulez ramener des souvenirs, c'est typiquement le bon endroit. Il faut être chaud de la négo. Le prix qu'ils vous disent à la base, ne l'acceptez jamais. Il est toujours ahurissant par rapport au prix que vous arriverez à la fin. Je crois que le plus gros que j'ai fait, on était passé de 600 000 à 100 000. Un truc de ouf. Ensuite, il y a la Monkey Forest. Donc tout est dans le nom, clairement. Une forêt avec des singes. Vous allez y aller pour voir plein de singes de partout. Et puis en plus, la forêt est sympa. Et pour finir, le palace d'Ubud, l'entrée est gratuite. Vous pouvez aller au palace pour aller voir le soir à 19 h un spectacle de kekak ou de legong qui sont des spectacles de danse traditionnelle balinaise. Vous pouvez acheter vos places via vos hôtels et sinon dans la rue, il y en a plein qui les vendent. Il faut savoir que Ubud, c'est probablement un des endroits les plus connus, les plus touristiques et donc les plus fréquentés de Bali. Donc dans le centre, il y aura toujours énormément de monde. Après, si vous vous éloignez un petit peu dans les alentours, il y a pas mal de choses cool à voir aussi, comme des rizières ou des cascades. Encore une fois, on vous met tout en description. Par
exemple, petite balade à faire le soir au coucher de soleil, c'est le Camp One Ridge Walk. En conclusion, on espère que tous ces conseils vont vous être utiles pour ceux qui sont en train de planifier leur petit voyage à Bali. Dans tous les cas, on se répète, mais on peut pas vous faire une vidéo longue de 2h30 avec tous nos conseils et tout ce qu'on a fait, sinon vraiment ce serait interminable. Mais vous avez beaucoup plus de détails en description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Regardez la partie qui vous intéresse si vous cherchez un resto ou un logement ou autre. Si vous n'avez pas encore vu nos vidéos sur Bali, que ce soit le vlog, la vidéo de la plongée, etc., allez-y, ou même nos autres vidéos de voyage. N'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes nos prochaines aventures, activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo, likez si la vidéo vous a aidé et on vous dit à la prochaine. Ciao.